Bonjour. Jamais depuis 10 ans, depuis l'affaire des fusées à Cuba, la situation internationale n'a été aussi tendue. Hier, vous le savez, le président Nixon avait convoqué autour de lui un véritable conseil de guerre avec ses principaux conseillers et il a annoncé dans la nuit ce qu'il avait décidé. Il s'agit pratiquement d'un blocus complet du Nord-Vietnam, bien que le mot n'ait pas été prononcé. Depuis ce matin, en effet, des mines ont été déposées par les Américains autour des ports nord-vietnamiens et principalement, bien sûr, autour de Haiphong. Ces mines sont réglées de façon à être actionnées automatiquement au bout de 3 jours. C'est dire que les pays qui approvisionnent le Nord-Vietnam par la mer ne disposent plus que de 3 jours pour faire sortir leurs navires de cette zone. Pour cette opération, les Américains ont d'ailleurs utilisé la plus importante force navale et aérienne jamais rassemblée au cours de cette guerre d'Indochine. Mais ce n'est pas la seule mesure annoncée par le président Nixon. Par ailleurs, les forces américaines ont reçu l'ordre d'empêcher tout approvisionnement par mer et les voies de communication, les routes comme les voies ferrées, doivent être coupées, notamment les lignes ferroviaires qui arrivent de Chine et qui ont servi pour la livraison d'armes et de produits alimentaires. Enfin, dernier point, les bombardements et les attaques navales vont se poursuivre contre les objectifs militaires au Nord-Vietnam. Le président américain a ensuite posé ses conditions pour mettre fin au blocus. Il exige la libération de tous les prisonniers de guerre américains et un cessez-le-feu sous contrôle international, aussi bien au Vietnam qu'au Laos et au Cambodge. Si ces conditions sont remplies, a dit le chef de l'exécutif américain, les États-Unis mettront fin à tous les actes de force en Indochine et les forces américaines se retireraient dans un délai de 4 mois, ce qui est un élément nouveau bien sûr. Le président Nixon a ajouté « Nous n'allons pas compromettre la vie de 60 000 Américains et abandonner les Sud-Vietnamiens à une longue nuit de terreur ». Fin de citation. Il s'agit évidemment du discours le plus dur jamais prononcé par le président américain, et cela alors qu'il s'apprêtait, vous le savez, à se rendre justement en visite en Union soviétique. Le ton même de l'allocution est très sévère. Le Nord-Vietnam, a dit Richard Nixon, n'a cessé de répondre avec insolence et à coups d'insultes à toutes les initiatives en vue d'une solution négociée. Inutile de dire que l'on attend maintenant surtout les réactions de l'Union soviétique. Pour l'instant, c'est le silence à Moscou. L'agence TASS n'a toujours pas annoncé la décision du président Nixon. Ce matin, à Paris, les Nord-Vietnamiens et la délégation Viet Cong se sont réunis. Le GRP dénonce et condamne sévèrement, bien sûr, les décisions du président Nixon. En revanche, le Sud-Vietnam, lui, se félicite de ces décisions. Le gouvernement de Saigon déclare que ces mesures sont opportunes, je cite, et visent à mettre fin rapidement à la guerre du Vietnam. Quant aux réactions aux États-Unis même, pour l'instant, il semblerait que les républicains soient plutôt favorables. Les démocrates se prononcent contre ces décisions. Le sénateur McGovern a même dit « Richard Nixon flirte dangereusement avec la Troisième Guerre mondiale ». A signalé aussi qu'il y a eu plusieurs manifestations dans les universités américaines. L'élément le plus important, mais aussi le plus spectaculaire de ces décisions américaines, c'est évidemment le blocus du port d'Haiphong dont je vous parlais à l'instant et qui d'ores et déjà est miné. Ce port que vous voyez derrière moi, vous voyez comment les avions ont lâché ces mines il y a quelques heures. Elles doivent être actionnées, elles doivent être activées dans 3 jours. François de Closet, comment cela va-t-il se passer? Oui, il ne s'agit pas d'une télécommande. On ne va pas envoyer un signal radio à ces mines parce que ça pose une quantité de difficultés, notamment les Nord-Vietnamiens pour intercepter ces signaux, envoyer d'autres signaux pour les détruire. Il s'agit vraisemblablement d'un système d'horlogerie autonome qui mettra le système en marche dans 3 jours. Alors quelles sont ces mines? Comment elles se présentent? Eh bien, vraisemblablement, il s'agit de mines mouillées au fond, car pour le port d'Haiphong, il y a là un port en estuaire, donc en eau peu profonde d'une dizaine de mètres, et ce seraient des mines, selon toute vraisemblance, vous savez, la technique des mines est bien connue, elles sont mises à feu soit par détection magnétique, soit par détection acoustique d'un navire qui passe à proximité. On peut penser que ça va bloquer tout le trafic d'Haiphong, bien sûr. Oui, bien sûr, parce que là, il y a un estuaire qui fait quelques centaines de mètres de large, il est donc facile de mettre un rideau de mines infranchissables, et une fois que ces mines seront actives, aucun navire ne pourra franchir ce chenal sans danger. En revanche, peut-être que des sampans, si vous voulez, pourraient franchir, mais avec un faible chargement. On peut penser bien sûr que des plongeurs démineurs pourraient tenter de désamorcer ces mines, mais là on est dans une eau d'estuaire, trouble, pleine d'alluvions, ce serait très difficile et très dangereux. Mais que peuvent-elles devenir? Enfin, on a vu des cas semblables en Normandie, on en retrouve très longtemps après des mines. Justement, les mines traditionnelles ont une longévité extraordinaire et terrible, et effectivement, vous avez raison de dire que tout récemment encore, on a retrouvé des mines datant de la Deuxième Guerre mondiale et qui étaient en parfait état de fonctionnement.
Alors, maintenant, peut-être, on ne sait pas, les Américains n'ont rien dit à ce sujet, peut-être, dans ce cas précis, ont-ils eu recours à un nouveau type de mine qui aurait une durée de vie moins longue, mais si ce sont des mines classiques, eh bien, elles peuvent très bien avoir une vingtaine d'années de vie d'efficacité. Et sous la poussée de ce chenal, d'ailleurs, que nous voyons derrière nous, elles peuvent être emmenées très loin, finalement. C'est-à-dire, on a intérêt à ce qu'elles soient lourdes et ce qu'elles restent au fond, puisque c'est là qu'elles feront ce barrage efficace du port. Voilà ce que l'on peut dire sur cet aspect de l'actualité vietnamienne et de cette nouvelle escalade dans le sud-est asiatique. Il faut ajouter que sur le front des hauts plateaux, parce que les combats se poursuivent pendant ce temps-là, sur le front des hauts plateaux, les Nord-Vietnamiens et le Viet Cong se sont finalement lancés à l'attaque de la ville de Kon Tum, un événement qu'on attendait depuis quelques jours déjà. Ils ont d'ailleurs pris une base qui se trouve à 15 km de cette ville et des chars progressent actuellement vers Kon Tum. Sur l'autre front, c'est-à-dire du côté de Hue, les Sud-Vietnamiens et les Américains ont déclenché un barrage d'artillerie d'une très grande puissance pour protéger la ville. Et puis, dernier point, les bombardements, comme le précisait d'ailleurs le président Nixon, les bombardements américains se poursuivent sur le Nord-Vietnam. Est-ce qu'il s'agit d'une conséquence de cette tension internationale? Le marché de l'or est en ébullition, Gérard Vidalange. Oui, Jean-Michel Desjeunes, aujourd'hui, ce matin, à Londres, l'once d'or, dont le prix officiel est de 38 $, est passé à 54 $, ce qui représente donc une progression de 40% par rapport au prix officiel, et une hausse de 2% par rapport à la veille. À Paris, également, le prix de l'or est en hausse, 8 290 pour le lingot contre 8 200, et vous voyez que même la barre est à 8 390 contre 8 198, mais paradoxalement, les pièces sont en baisse. Les valeurs françaises ont baissé aujourd'hui, c'est un repli général, modéré, de l'ordre de 1 à 2%, mais l'inquiétude est manifeste aussi bien à Paris qu'à Tokyo, évidemment on est plus près des théâtres d'opération, ainsi que sur les marchés du continent, et particulièrement à Londres, où il y a eu une certaine nervosité à l'ouverture pour les premiers cours. Donc tension sur l'or et également sur les grandes valeurs françaises ou les valeurs étrangères. Autre réaction en France à cette situation internationale et aux décisions du président Nixon. Il s'agit cette fois-ci d'un communiqué de la CGT qui vient de nous parvenir après cette déclaration. La CGT qualifie les décisions de mesures d'une exceptionnelle gravité qui dépasse dans la cruauté, là je cite bien sûr le communiqué, qui dépasse dans la cruauté et l'aventurisme tous les forfaits des agresseurs américains depuis le début de la guerre. Nixon joue avec le sort du monde. Fin de citation. 3 dispositions prises par la CGT, communiqué qui appelle les entreprises à participer dès cet après-midi à des délégations qui se rendront à l'ambassade des États-Unis et des contacts pris avec d'autres organisations syndicales pour des manifestations de rue. Et par ailleurs, la CGT demande au gouvernement de condamner clairement cette action. Une lettre a été envoyée au président Pompidou. Les élections italiennes, elles se sont terminées hier à 13 h, mais les opérations de dépouillement, vous le savez, ont été fort longues, ce qui fait que ce n'est guère que maintenant que l'on peut se faire une idée d'ensemble des résultats. De toute façon, en Arkansas, on ne peut pas parler d'un grand bouleversement véritablement. Non, je crois qu'on peut, si vous voulez, tirer 2 premières grandes conclusions. Tout d'abord, un certain virage à droite de l'électorat italien, et puis le fait que ces élections, au fond, ne changeront pas grand-chose à la complexité, pour ne pas dire à la confusion, de la vie politique italienne. Alors, un peu plus dans le détail maintenant, le parti néofasciste, le MSI, eh bien, il a progressé, c'est vrai, mais il n'a pas fait la percée que ses dirigeants espéraient. Il arrive à environ 9% des voix. Et je crois que ce point, aujourd'hui, à Rome, soulage beaucoup d'hommes politiques italiens. Donc, montée MSI, mais pas de percée, pas de raz-de-marée, c'est certain. Le Parti communiste, il a conservé ses positions. Il doit être assez satisfait de voir que sur son extrême gauche, des petits groupes comme le Manifesto n'ont guère réussi. En revanche, son allié privilégié, le PSUP, le petit parti, si vous voulez, le PSUP, a lui beaucoup perdu. Et si on fait le total des voix d'extrême gauche autour du Parti communiste, on s'aperçoit que là, l'électorat est stable, on arrive sensiblement au même chiffre. La démocratie chrétienne, au fond, c'est elle la grande gagnante de ces élections. Elle avait été attaquée très violemment, aussi bien par la gauche que par la droite et l'extrême droite. Eh bien, elle renforce ses positions par rapport à 70, elle retrouve sensiblement celle de 68, une très bonne année pour elle. Donc, c'est certain, la démocratie chrétienne sort renforcée, moralement, en voix et en siège, de ces élections. Il faut expliquer ce succès, je crois, par le fait que la démocratie chrétienne avait pris une position dure, une position ferme en faveur d'un gouvernement autoritaire. C'est la droite de la démocratie chrétienne qui avait parlé, beaucoup plus que la gauche, au cours de la campagne électorale. Une déception, cependant, pour la démocratie chrétienne, ses alliés traditionnels, les petits partis du centre, les libéraux, le PSD, le Parti social-démocrate, ont, eux, beaucoup perdu. Alors, où en est-on maintenant à Rome, puisqu'il faut bien former un gouvernement? Mathématiquement, il sera sans doute possible de former un gouvernement purement centriste, excluant aussi bien les socialistes et les communistes à gauche que les néofascistes à droite. Et il est fort possible, sous l'impulsion de M. Fanfani notamment, la démocratie chrétienne s'engage vers cette voie
tout en faisant de discrets appels du pied aux socialistes pour recréer la fameuse opération d'ouverture à gauche. On demandera aux socialistes de rompre avec les communistes et on demandera à la droite de la démocratie chrétienne d'accepter un certain compromis avec les socialistes. Mais ce qui est certain, et ça on en est sûr ici, c'est que formule centriste ou formule de reprise de l'ouverture à gauche, un tel gouvernement aura bien du mal à résister à la première crise, aux premières affaires sérieuses. Et déjà, si vous voulez, aujourd'hui à Rome, certains disent avec un peu d'ironie, dans 6 mois, il faudra retourner aux élections. En tout cas, les Italiens, eux, ont accueilli avec scepticisme et peut-être même avec inquiétude le résultat de ce vote qui, en définitive, ne résout rien à la vie politique italienne. Rome, à vous Cognac. Pour le reste de l'actualité, sur l'aéroport de Tel Aviv, le Boeing 707 de la Sabena est toujours immobilisé. Vous savez que 3 fédayines armés de pistolets et de grenades l'ont contraint à se poser et ont menacé de le faire sauter avec ses 105 passagers et équipage compris, si le gouvernement israélien n'accepte pas de libérer plus de 100 Palestiniens. Parmi ces prisonniers, d'ailleurs, il faut signaler qu'il y a 2 Français. Des négociations sont en cours. On propose notamment une rançon aux fédayines car les Israéliens jusqu'à présent n'ont pas l'intention de céder, semble-t-il. Cependant, le pilote a été autorisé tout à l'heure à accompagner les membres de la Croix-Rouge. Pour lui, la situation à bord est maintenant désespérée. Des terroristes ont déjà placé des charges d'explosifs dans divers endroits de l'appareil. Le conseil d'administration de l'ORTF s'est réuni hier après-midi, une longue séance qui a duré jusqu'à 2 heures du matin. Il s'agissait d'examiner les différentes enquêtes qui ont été menées, vous le savez, par les sénateurs et par les députés. Il s'agissait surtout de voir si pour l'Office, ces rapports avaient apporté des éléments nouveaux et s'il convenait de prendre dès maintenant de nouvelles dispositions. Tout à l'heure, M. Pierre Deleuze, le président du conseil d'administration, M. Jean-Jacques de Bresson, le directeur de l'Office, ont tenu une conférence de presse. Ils ont rappelé, Hervé Chavalier, les mesures annoncées il y a déjà quelque temps. Oui, tout d'abord, les échanges de services et les patronages d'émissions ont été supprimés. Donc, par exemple, plus d'émissions patronnées par Air France, par les caisses d'épargne ou par l'EDF, comme cela se faisait fréquemment. Deuxièmement, la publicité dans les émissions sportives a été limitée. Les émissions sur le tiercé, elles, disparaissent. Troisièmement, le service des sports de la télévision n'assurera plus la production d'émissions de variété. Autre exemple, si vous le voulez, Télédimanche ne pourra plus être une émission du service des sports. Les agents de l'Office exerçant des responsabilités de programme ne pourront plus apparaître personnellement comme auteurs, réalisateurs ou producteurs d'émissions. Exemple encore pour illustrer cette décision, M. Pierre Sabac, directeur de la 2e chaîne, ne pourra plus produire au théâtre ce soir. Autre décision, d'une façon générale, les conditions d'engagement des collaborateurs payés au cachet seront modifiées. Ils devront s'engager, en particulier, à ne participer à aucune opération commerciale ayant un lien avec les émissions auxquelles ils participent à l'Office. Enfin, la direction générale demande à ses collaborateurs, étant donné le rôle des organes de relations publiques dans les affaires de publicité clandestine, d'observer la plus grande réserve avec les agents de relations publiques, et cela jusqu'à ce qu'intervienne une réglementation en cette matière ou des règles dictées par l'Office. Outre ces mesures, le conseil d'administration a fait le point des sanctions prises ou des enquêtes en cours, en citant quelques cas individuels, et M. Deleuze a donné la position de l'ORTF à propos des quêtes en faveur des causes nationales. Au cours de sa séance du 8 mai, le Conseil a constaté que la plupart des cas répréhensibles relevés dans les rapports des assemblées étaient précisément ceux qui avaient été exposés par la direction générale. Il s'est assuré que les sanctions annoncées avaient été effectivement appliquées. Cependant, 4 cas nouveaux ont été révélés à l'Office par les rapports parlementaires. La commission d'enquête de l'ORTF n'a pu encore terminer leur examen, des investigations complémentaires étant nécessaires. Mais il est indispensable de rappeler que pas plus les travaux des commissions des assemblées que ceux de la commission d'enquête de l'Office n'ont apporté la preuve de faits de corruption à la charge de collaborateurs de l'Office. Dans tous les cas caractérisés, l'Office a poursuivi le reversement des indemnités indûment perçues et la restitution des frais engagés par lui, jusqu'ici non remboursés. Oui. Quant aux campagnes d'intérêt national, lesquelles sont sans rapport avec la publicité clandestine reprochée à l'Office, le Conseil d'administration tient à souligner que l'établissement a toujours apporté à ces causes humanitaires un concours entièrement bénévole et continuera bien évidemment à le faire. L'Office n'a pas de responsabilité
dans le recours à des agences de relations publiques par les organisateurs de ces campagnes, ni dans le système de rémunération de ces agences. Les chiffres cités ont choqué l'opinion. L'Office n'a aucun moyen de contrôler leur bien-fondé, mais pour l'avenir, une solution pourrait être, si une étude approfondie en révélait la possibilité, qu'il crée en son sein un service capable de satisfaire à l'antenne les besoins des campagnes nationales, ou tout au moins d'en conseiller les organisateurs. Alors pour M. Sabag, je crois pouvoir dire que le Conseil, en même temps, comme les rapports des assemblées parlementaires, comme la commission d'enquête interne à l'ORTF, ont abouti à ce qu'il n'y avait aucune charge et qu'il n'y avait donc lieu à aucune sanction. D'autres non, M. Marcillac. En ce qui concerne M. Marcillac, le cas de M. Marcillac fait l'objet d'un supplément d'enquête devant la commission d'enquête interne de la maison. Je ne puis pas en dire davantage. Voilà deux noms qui me viennent à l'esprit. Je crois que pour M. Marcillac, on peut rajouter ceci, c'est que M. Marcillac, son cas avait déjà été examiné par la commission d'enquête de l'Office, mais que les commissions parlementaires ont fait apparaître des faits nouveaux que la commission de l'Office ignorait, et la commission de l'Office a décidé d'étudier très à fond ces cas, et hier j'étais encore présent dans la salle du Conseil quand on a discuté de son cas, il a été décidé que nous reviendrions sur le cas de M. Marcillac lorsque la commission, notre commission interne, aura terminé son étude. Pour conclure, M. Deleuze a fait remarquer que dans toute cette affaire de la publicité clandestine, en définitive, quelques dizaines d'heures seulement d'émissions avaient été mises en cause, sur 6 000 d'heures annuelles de télévision nationale, 2 500 de télévision régionale et 22 000 de radiodiffusion. Et puis a-t-il ajouté, une trentaine d'agents seulement sur les 13 000 de l'Office ont été impliqués dans ces affaires de publicité clandestine. Le président Pompidou a visité officiellement ce matin la foire de Paris. C'était la 61e du nom, c'est la 61e du nom, et elle restera ouverte, vous le savez, jusqu'au 14 mai. Le chef de l'État était accompagné de nombreux ministres. Sur place, François-Henri de Virieu, que nous retrouvons d'ailleurs à la fin de ce tour de l'actualité pour un hebdo-midi spécial en direct de la foire de Paris. Monsieur Pompidou, ce matin, à la foire de Paris. Monsieur le Président de la République, information première. Vous venez de citer à l'instant une des expositions les plus visitées par les visiteurs, celle du Salon des maisons individuelles. Que pensez-vous des maisons que vous venez de voir? Écoutez, vous reconnaîtrez que je les vois un peu trop vite pour me faire une idée exacte de chacune, mais en tout cas, il y a un immense progrès par rapport à ce que j'ai vu les années précédentes et qu'on voit se manifester chaque année. Et comme je partage, je crois, la faiblesse des Français, je suis partisan de la maison individuelle. Et c'est pourquoi je me réjouis énormément de voir que l'industrie française et les constructeurs français ont fait un effort pour développer la maison individuelle. Il y a bien à dire, naturellement, il y a d'abord le problème du prix. Il faut arriver à des prix raisonnables, il faut arriver à des conditions d'accès possibles pour les ménages modestes. Et puis il y a aussi un problème d'esthétique. Il me semble qu'on a fait des grands progrès. Vous n'êtes pas entièrement satisfait, Monsieur le Président de la République, de l'esthétique? Il faut garder le milieu, n'est-ce pas, entre un respect excessif de la tradition et un besoin de modernisme quelquefois inutile. Mais enfin, il me semble que de temps à autre, on commence à se rapprocher, non pas de l'idéal qui n'existe pas, mais de solutions très satisfaisantes. Monsieur le Président de la République, est-ce que vous pensez qu'on peut loger tous les Français qui souhaitent être logés en maison individuelle? Est-ce que vous pensez que c'est possible? C'est comme tout. Vous savez, impossible n'est pas français, vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Je crains que malheureusement, dans le cas particulier, ça soit très difficile. Mais je trouve que la politique que mène M. Chalandon, et qui consiste, n'est-ce pas, à créer une sorte d'obligation de proportion de maisons individuelles, au moins dans les localités de moyenne importance, doit pouvoir s'étendre progressivement aux grandes cités. C'est alors un problème de prix du terrain. C'est évidemment notre plaie, nous le savons, mais enfin on finira bien peut-être
par trouver une solution. Une dernière question, Monsieur le Président. Est-ce qu'on ne risque pas de reconstituer au ras du sol, au fond, cet univers un peu inhumain qu'on cherche justement à chasser dans les grands ensembles verticaux? Écoutez, je ne crois pas. C'est comme tout d'ailleurs, à partir du moment où il y a des habitants, il faut qu'il y ait de l'activité, il faut qu'il y ait du commerce, il faut qu'il y ait des cafés, il faut qu'il y ait du travail à proximité. Si on ne fait que des maisons alignées les unes à côté des autres, on ne gagnera pas énormément par rapport aux habitants qui sont les uns au-dessus des autres. Néanmoins, le fait d'être chez soi et d'avoir même un bout de jardin, c'est une grande satisfaction. Merci, Monsieur le Président. Ce dossier des maisons individuelles sera celui d'Hebdo-Midi spécial, je vous le disais tout à l'heure, en direct d'ailleurs de la Foire de Paris avec François-Henri de Viry. Je vous parlais hier de ce projet qui consisterait à remplacer le mercredi par le jeudi comme jour de congé pour les écoliers. Monsieur Olivier Guichard y avait fait allusion pendant le week-end à la Baule, mais c'est le Conseil des ministres qui doit décider, vous le savez, demain. Le ministre de l'Éducation nationale a fait toutefois quelques commentaires sur ce projet de loi qui concerne la vie finalement de beaucoup de familles françaises. De mathématiques modernes, c'est une question d'arithmétique simple. Je veux dire que la semaine comporte 2 jours entiers, le lundi et le mardi, puis 2 jours entiers qui peuvent être le jeudi et le vendredi, et que la journée du mercredi libre réalise un équilibre bien meilleur de la semaine scolaire. Par conséquent, nous avons consulté, vous le savez, depuis 3 mois, tous les corps enseignants, les élèves, les parents d'élèves, les collectivités locales. Nous nous sommes aperçus que chacun souhaitait que la semaine soit mieux équilibrée en faisant passer le jour du jeudi au jour du mercredi sans rien changer. Reste le problème du samedi. Nous avions consulté aussi les parents d'élèves et les enseignants sur le problème du samedi. Là, nous avons eu des réponses beaucoup plus différenciées. Et c'est la raison pour laquelle nous ne prendrons pas de décision de caractère national. Ou en tout cas, je ne le proposerai pas au gouvernement. Actualité sociale, le travail a repris ce matin à l'usine du joint français, un conflit qui durait, vous le savez, depuis près de 60 jours. Il y a eu un dernier meeting dans la matinée, et puis le travail a repris dans le calme, aux heures habituelles d'ailleurs, 7h30 et 9h. Après le vote positif acquis hier soir, à 7h30 et 9h ce matin, les ouvriers du joint français ont repris le travail. Une centaine de ceux qui hier soir avaient voté contre la reprise et l'acceptation du protocole d'accord s'étaient rassemblés devant les grilles. À 10h, la majorité des ouvriers arrêtait le travail pour participer à une réunion d'information prévue hier par les représentants syndicaux. Et devant la grande grille de l'usine, encore bloquée par câbles d'acier et verrouillée, vous le verrez, ils ont une fois encore exposé les avantages acquis et recommandé une extrême vigilance à l'avenir pour obtenir la satisfaction de l'ensemble des revendications. À la direction, on précise que l'activité de l'usine sera progressive, comme à la mise en route après les congés payés, et que la production redeviendra rapidement normale. Un autre conflit en France et qui a des répercussions, des conséquences spectaculaires sur la Seine, il s'agit des artisans mariniers qui ne sont pas satisfaits des nouveaux horaires de navigation. Ce matin, pour manifester, ils ont mis leur péniche en travers du fleuve. Stéphane Paul. À hauteur de Saint-Mamet, au confluent de la Seine et du Loing, on ne passe plus. Les bateliers ont fait un barrage de leur péniche. Depuis le 2 mai dernier, jour où l'Office national de navigation a augmenté les heures de travail, ils sont mécontents. Avant mai, un batelier travaillait en moyenne 12 à 13 heures par jour. Aujourd'hui, il lui faut travailler 18 heures par jour s'il veut concurrencer les grandes entreprises, sans parler des chemins de fer et des transports routiers. Tout cela pour un salaire assez voisin de celui d'une femme. Il y a un artisan qui a marché entre Montreux et Paris en dehors des heures qui étaient déjà en vigueur. Et est-ce que depuis le 2 mai, vous avez déjà constaté une baisse du travail au niveau des artisans, du côté des artisans? Oui, une légère baisse, malgré que toutes les grosses compagnies n'ont pas encore marché. Et ça débute simplement, quoi. Ces bateliers sont de petits artisans. En face d'eux, ils ont les grandes entreprises qui disposent d'équipages qui tournent, qui font les 3-8. Les péniches des grandes entreprises naviguent pratiquement nuit et jour, 24 heures sur 24. Pour les artisans, cela ne pose pas seulement le problème de la concurrence. Le soir, le gars qui a fait 13 heures de travail, il aime dormir. Et alors que s'il y a des convois poussés qui passent jusqu'à 23 heures et à partir de 5 heures le matin, avec le bruit des moteurs, ce sera impossible d'avoir une tranquillité, de pouvoir se reposer normalement.
Ce matin, les artisans bateliers se demandent ce qu'ils vont devenir. Les 18 heures, ils ne pourront les tenir. Et il est peu probable que les grandes entreprises renoncent à ces horaires. Leur gestion leur interdit. Alors les bateliers se sentent condamnés, et déjà depuis longtemps. Je comprends difficilement que l'on nous oblige à marcher jour et nuit, alors que tous mes collègues, nous sommes quelquefois en attente 10-15 jours. Actuellement, dans la région nord, où se fait de l'aviation de nuit, eh bien, des bateaux attendent des transports de charbon pour la région de Paris, au moins pendant 6 semaines. Alors, à Nantes, les recherches ont repris ce matin pour essayer de retrouver le petit Antonio, un jeune Portugais de 8 ans qui a disparu, vous le savez, depuis vendredi dernier. Il reste plusieurs hypothèses, celle de l'accident et des recherches ont été effectuées sur les bords de la Loire, et celle du crime, ce ne serait malheureusement pas la première fois que cela se produit dans cette région. Reste à espérer malgré tout que le petit Antonio s'est simplement égaré depuis vendredi, cela ferait malgré tout presque 4 jours maintenant. L'affaire de Brouet-en-Artois, 2 éléments nouveaux. On recherche en ce moment une jeune femme qui a envoyé une lettre aux enquêteurs il y a quelques jours dans laquelle elle déclarait avoir connu Maître Leroy. Et puis une hypothèse dont on parle de plus en plus, le meurtre de Brigitte Devèvre aurait pu être maquillé en crime de sadique. Le temps aujourd'hui sur l'ensemble de la France, des averses mais aussi quelques belles éclaircies. Il fera beau en tout cas sur les régions de la Méditerranée et sur les Alpes. Le saint du jour, les saints du jour, puisqu'il y a Saint Pacôme, Saint Isaïe et Saint Thudie. Saint Pacôme est né en Haute-Égypte en 287, il s'est converti, il se retire dans le désert où il fonde le premier groupe de moines chrétiens vivant en communauté. Il meurt dans la communauté de Bou en 347. Demain, c'est la Sainte Solange. Hebdo-midi spécial donc en direct de la Foire de Paris avec François-Henri de Virieux, les maisons individuelles. Eh bien ici en effet la Foire de Paris où nous nous retrouvons au salon de la maison individuelle que M. Pompidou a visité il y a quelques minutes. Vous avez pu le constater en entendant l'interview qu'il a accordée à Télémidi. Eh bien, il faut dire que ce salon de la maison individuelle est incontestablement la partie la plus visitée de cette foire de Paris. Il y a cette année, comme d'ailleurs l'année dernière et l'année précédente, un engouement des Français pour la maison individuelle. Pourquoi cet engouement? Eh bien, je vous propose de suivre l'enquête de Claude Carré, puis nous reviendrons en discussion. Préférez-vous vivre en maison individuelle ou bien en appartement? Bon, en maison individuelle. Pourquoi? Je sais pas, je trouve qu'on est plus libre. Oui, on est moins les uns sur les autres. Enfin... Pour avoir plus de liberté? Plus de liberté, hein. Oui. Qu'est-ce qui vous gêne en appartement? Les boissons. Voilà. Et pourquoi alors voulez-vous acheter maintenant cette maison? Vous voulez la faire construire? On veut faire construire, faire construire, oui. Parce qu'on est jeune et qu'on trouve que dans 20 ans, si on a terminé de payer notre maison, on sera déjà bon. Autant en profiter tout de suite. Que préférez-vous, madame, vivre en maison individuelle ou en appartement? Si j'avais les moyens, oui, en maison individuelle. Pourquoi? On est plus libre, on est moins tributaire des voisins. Pour être tranquille aussi? Ah oui, oui. Eh bien, j'aime bien être tout seul sur un terrain et puis être tranquille plutôt que d'habiter dans un grand HLM comme ils font maintenant. Individuel, monsieur, avec des moyens de transport faciles. Petit terrain et puis bien individuel, oui, et Paris, zéro. Hein. Et là, tu vois, sur la tête de séjour, normalement, c'est une porte-fenêtre. Il y a 2 portes. Oui, tu vois qu'il y a des groupes de alors, il y en a un là, et il y en a un qui te donne dans une autre des chambres. En fait, tu peux les deux dans la cuisine. Bon, moi, je rentre là-haut. Je préfère la maison individuelle. Pour l'ensemble des gens, je crois que la maison individuelle est préférable pour l'indépendance, pour les commodités, pour les libertés, que les appartements et surtout ce que l'on fabrique actuellement. Parce que la maison individuelle, de toute façon, c'est une chose qui nous appartient d'une part, et lorsque on s'est rendu compte que l'on a passé 10 ans à payer un loyer, ce capital vous appartient le jour où vous avez une maison individuelle. La cuisine, salle de bain. C'est-à-dire que la maison individuelle est peut-être plus agréable du fait de l'isolement, du fait on peut y faire du bruit, on peut recevoir des amis sans problème, alors que l'appartement lui présente également d'autres avantages. C'est la situation en général d'une part en ville,
L'accès facile et l'entretien plus facile quand même pour une maîtresse de maison. C'est plus pratique. Et je crois qu'on ne peut pas dire qu'on préfère soit la maison individuelle, soit l'appartement. Il y a du pour et du contre. Et je crois que la maison individuelle va être peut-être plus valable pour une résidence secondaire. Mais vous venez ici regarder ces maisons individuelles, ces résidences secondaires, pourquoi? Bon, disons que pour l'instant, le problème ne se pose absolument pas pour nous d'acheter ou autre, puisqu'il y a quand même des problèmes financiers. Mais disons qu'on peut toujours rêver et c'est agréable. Et je crois que c'est le but certainement qui nous a déterminé à venir ici, parce que... C'est l'envie de rêver un peu. Oui, l'envie de rêver, surtout au niveau d'ailleurs des habitations modernes, du mobilier contemporain, pouvoir regarder un peu et se dire qu'après tout, peut-être qu'un jour, on pourrait avoir ça. Donc enfin, ça, c'est... Eh bien, ici, nous sommes revenus donc à la Foire de Paris où je vais présenter nos invités d'aujourd'hui. Monsieur Lyon, qui est directeur de la construction au ministère de l'Équipement, et Monsieur Jacques Balancy, qui est président de la Fédération des constructions de maisons individuelles, du syndicat des constructeurs de maisons individuelles. Eh bien, écoutez, messieurs, nous venons de voir les raisons de cet engouement des Français pour la maison individuelle. Peut-être y a-t-il une raison qui n'a pas été évoquée, mais qui est peut-être importante, n'est-ce pas, en réalité, par réaction contre peut-être un certain style un peu inhumain de la construction collective. Monsieur Lyon, qu'en pensez-vous? Eh bien, il est difficile de parler... Nous allons peut-être nous asseoir. Je pense qu'il est difficile de se prononcer au nom de tous les Français, mais il ne fait pas de doute que d'abord nous avons construit beaucoup de constructions collectives, d'immeubles collectifs au cours des dernières années. Je ne pense pas qu'on puisse dire que leur qualité soit toujours médiocre, mais c'est la nature même de ces grands ensembles dans lesquels on a amené très largement les Français à vivre dans les banlieues qui est en cause. Et incontestablement, ceci est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui les Français, davantage que par le passé, expriment leur souhait d'avoir une maison individuelle. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de prix? Je veux dire que depuis 10 ans, on dit en France, et les ministres de la construction, à commencer par M. Maziol, ont essayé de relancer la construction individuelle, et un des arguments avancés par M. Chalandon est que si on n'a pas construit assez de maisons individuelles, c'est qu'elles coûtaient trop cher. Et il pense que là, c'était un peu un mythe. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que maintenant on peut dire que la maison individuelle coûte plus cher ou moins cher encore que le logement en collectif? Monsieur Balancy. Je voulais d'abord dire que cet engouement des clients de maisons individuelles a toujours existé et qu'en réalité il a été insatisfait pendant une certaine période et que maintenant simplement, compte tenu des dispositions qui ont été prises par Monsieur le ministre et ses collaborateurs, cette demande commence à être satisfaite et c'est ce qui explique actuellement le développement considérable du secteur maison individuelle. Mais il était insatisfait pour une question de prix. Est-ce qu'avant les maisons coûtaient plus cher? Effectivement, auparavant, l'industrialisation n'avait pas atteint le secteur de la maison individuelle et depuis 4 ou 5 ans, on peut dire, l'industrialisation s'est occupée de ce secteur et il est certain qu'on a fait beaucoup de progrès. Actuellement, on trouve une maison individuelle du secteur diffus, isolé, construite sur le terrain du client à partir de 50 000 francs. Bien sûr. Ça fait combien du mètre carré habitable, ça? Ce sont des maisons qui sont à peu près au niveau de 750 francs le mètre carré habitable. Oui. C'est plus cher que le collectif? Dans le secteur HLM, non, pas tellement, plus cher que le collectif. Au niveau construction seul, oui, il y a peut-être une petite différence en faveur de l'habitat collectif. Mais pour l'opération tout compris, on retrouve au contraire une certaine économie au niveau de la maison individuelle, compte tenu d'équipements beaucoup plus légers. L'Angleterre et les États-Unis arrivent à construire de l'individuel peut-être moins cher que le collectif. Comment font-ils et comment se fait-il que la France n'y arrive pas? Oui, je voudrais répondre à la question sur les prix. La réponse est oui et non. Pour moi, la Foire de Paris, c'est un peu non. Et je trouve qu'il y a beaucoup de maisons qui sont encore ici beaucoup trop chères. Et pourtant, elles se vendent et les Français les achètent. Et la réponse est aussi oui, parce que, incontestablement, avec le concours de la maison individuelle que vous connaissez, le concours... Oui, là nous venons à l'action gouvernementale, et j'aimerais justement que vous nous développiez un peu cette action gouvernementale. Pour parler rapidement de ce concours, nous avons cherché deux buts dans cette affaire. Le premier, c'est précisément les prix. Et il s'agissait d'abaisser
le prix du marché de la maison individuelle à un niveau atteint effectivement déjà par certaines des maisons qu'évoquait M. Balancy, mais qui n'est pas le niveau général. Alors, nous avons 70 000 maisons qui sont en cours de construction, il y en a 30 000 maintenant qui sont parties et qui sont à des niveaux de prix sensiblement inférieurs à ce qu'on faisait jusqu'ici. Par exemple, je visitais l'autre jour près de Mantes un ensemble réalisé par une coopérative d'HLM dans le cadre du concours Chalandon, où les maisons se vendent à 87 000 francs, 8 700 000 anciens francs, pour 93 mètres carrés et 20 mètres d'annexe. Avec les financements HLM qu'on a mis là-dessus, ça fait des mensualités de l'ordre de 380 francs, 38 000 anciens francs, dont la location de logement, je me rappelle la famille que j'ai vue, enlève à peu près la moitié, n'est-ce pas? Ça fait donc des conditions d'accession à la propriété raisonnables. Je dirais aussi que nous voulons généraliser ça pour la location. Nous essayons de faire aujourd'hui que les HLM locatives, les HLM qu'on loue, soient réalisées, surtout dans les petites communes, beaucoup plus en maison individuelle et non plus toujours dans ces immeubles de 4 étages. Alors ça, nous viendrons au problème des communes, si vous voulez, tout à l'heure, dans l'autre partie du débat. Je voulais vous demander, M. Balancy, êtes-vous prêt à faire face actuellement aux besoins de logement des Français en maison individuelle? La plupart des constructeurs de maisons individuelles ont actuellement des moyens de production qui pourraient, dans un temps très court, se développer considérablement. Un certain nombre des constructeurs adhérents de notre syndicat ont participé d'ailleurs au concours dont parlait M. Lyon et ne verraient aucun inconvénient à développer cette activité. Bien au contraire. Vous faites en gros pour l'instant à peu près 15% des maisons individuelles construites en France. Les constructeurs organisés, si j'ose dire. Alors, les constructeurs organisés font environ 23 000 maisons sur les 180 000 qui se réalisent en France. Les autres sont faites par les entrepreneurs classiques. Il y a un secteur diffus considérable dans le domaine de la maison individuelle et on peut dire que 70% du secteur de la maison individuelle est réalisé par des artisans. Eh bien écoutez, merci messieurs, et nous allons, avant peut-être d'aller plus loin dans cette discussion, voir le sujet, Christian Guy, que vous avez réalisé et qui est le dossier économique de la maison individuelle. Il faut croire que l'on avait des doutes, puisqu'en 10 ans, plusieurs sondages auront été nécessaires pour bien se persuader qu'entre ça et ça, 80% des Français ne manifestent pas la moindre hésitation. Mais les Français sont aussi réalistes et font la part du rêve. Ainsi, 46% seulement des candidats au déménagement pensent pouvoir choisir une maison individuelle. Là encore, les chiffres leur donnent raison. La France construit peu de maisons individuelles. 30% seulement des logements construits chaque année contre 70% en Angleterre. Au total, 130 000 logements. Moins urbanisée que les autres pays industriels, la France avait choisi pour rattraper son retard le collectif, pensant qu'il était moins cher. On tente aujourd'hui de prouver le contraire. Le ministre de l'Équipement, M. Chalandon, lance des concours auprès des constructeurs pour faire baisser le prix des maisons individuelles. Par tous les moyens. Matériaux nouveaux, procédés industriels, séries, constructions groupées. Mais la maison individuelle chez nous porte bien son nom. En 1968, par exemple, 77% des maisons ont été réalisées de façon isolée, au coup par coup. Et pourtant, le prix des murs n'est pas le seul obstacle, ni le moins délicat. Car la maison que l'on visite à la foire de Paris et qui fait rêver, si l'on décide de l'acheter, il faudra bien la mettre quelque part. Et si l'on veut y vivre toute l'année, ce quelque part sera forcément près de son travail, c'est-à-dire pour la plupart des Français près d'une ville. Ainsi, malgré le désir d'indépendance, la volonté de s'isoler du voisin, la maison individuelle pose d'abord un problème collectif. Et là, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Nos parents en avaient déjà fait l'expérience avant-guerre. En construisant l'univers pavillonnaire de la banlieue parisienne, ils poursuivaient très certainement le même rêve de calme et d'isolement que les jeunes expriment aujourd'hui dans les sondages. Le résultat, un Paris cerné par un enchevêtrement de pavillons qui manque d'équipement collectif et où le moindre déplacement pose un problème. Pour l'isolement, en tout cas, ce fut une réussite. Alors ne risque-t-on pas aujourd'hui de recommencer 30 ou 40 kilomètres plus loin? Bien sûr, les voitures roulent maintenant plus vite et les maisons sont plus coquettes que le classique pavillon en meulière. Ce n'est pas non plus l'espace qui manque, contrairement à ce que l'on pourrait croire d'après le prix des terrains. Non, la difficulté, c'est l'organisation de cet espace. La réalisation de ce qu'on appelle les infrastructures, routes, écoles, équipements collectifs, téléphones, bref, tout ce qui permet de concilier vie moderne et vie tranquille. Construire les maisons d'abord, plus ou moins anarchiquement,
C'est peut-être satisfaire un besoin, un rêve, mais c'est aussi prendre le risque d'ignorer la nécessaire réalité de l'urbanisation et de refaire à plat, autour de Paris et des grandes villes, les erreurs en hauteur de ces dernières années. Bon, eh bien, nous revenons donc à la foire de Paris, toujours à l'exposition Village de France, et avec nous maintenant, Monsieur Salvi, qui est vice-président du Conseil général du Val d'Oise et maire de la localité de Viarmes. Car ces maisons, une fois qu'elles sont construites, eh bien, il faut bien les mettre quelque part, et évidemment, là, on retombe sur les problèmes des communes. Alors, je voudrais vous poser une première question, peut-être, Monsieur Salvi. Il faudrait que vous vous présentiez. Vous êtes maire d'une commune de 3500 habitants aujourd'hui, et il y en avait combien il y a 5 ans? Mais il y en avait la moitié à peu près, c'est-à-dire qu'il y en avait 1800. Et vos nouveaux habitants ont donc été logés en maisons individuelles? Ils ont été logés dans des maisons individuelles qui ont été construites dans de petits lotissements ou qui ont été construites vraiment individuellement sur une parcelle de terrain qu'ils avaient acquise ou qu'ils possédaient. Alors pour un budget communal, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, cet afflux de maisons et de nouvelles populations? Ça a un double aspect, ça peut être une bonne et une mauvaise chose à la fois. Si cela arrive trop vite et sans être préparé, ça pose immédiatement des problèmes d'ordre financier qui sont très difficiles à résoudre, quelquefois insurmontables, et qui amènent à la population qui était sur place précédemment des charges qui sont considérables. Si c'est préparé, si ces maisons arrivent dans un laps de temps prévu, si le financement des équipements a été également prévu dans un temps suffisant, alors cette nouvelle population, ces nouvelles maisons sont absorbables par la population qui est sur place. Mais cette condition de préparation est indispensable. Alors vous venez de poser tout le problème de ce qu'on appelle les infrastructures, les équipements collectifs. Construire beaucoup de maisons aux environs de Paris, c'est une bonne chose pour loger les gens en maisons individuelles. Mais est-ce qu'on ne risque pas de refaire à 30 ou 40 kilomètres une nouvelle ceinture, une nouvelle banlieue pavillonnaire telle qu'elle a été construite entre les deux guerres plus près de Paris? Alors Monsieur Robert Lyon, le point de vue du ministère de l'Équipement. Alors précisément ce que nous essayons de ne pas faire, c'est ce qu'on a trop fait jusqu'ici, et notamment entre les deux guerres, en laissant se construire d'une façon tout à fait anarchique et désordonnée des maisons individuelles au coup par coup qui donnent, je dirais, d'une part les banlieues que nous voyons aujourd'hui, celles qui sont immédiatement à la périphérie de Paris par exemple, ou d'autres grandes villes, et puis d'autre part aussi, et c'est probablement le cas de communes moins importantes comme la vôtre, des maisons individuelles placées de manière désordonnée. Ça, d'une part, je crois que c'est pas bon au plan de l'urbanisme, au plan du paysage, et puis ça coûte très cher, parce qu'une urbanisation désordonnée, ça coûte cher. Alors, avec le concours de la maison individuelle dont nous parlions tout à l'heure, l'autre objet, à côté de celui des prix que nous poursuivons, c'est précisément de faire un urbanisme moderne et convenable et agréable dans lequel des groupements de maisons individuelles soient vivables. C'est ça l'autre objet, je crois qu'on l'a relativement bien atteint. De ne pas refaire les grands ensembles en hauteur au ras du sol. Ne pas refaire les lotissements, qu'on a trop fait, qu'on fait d'ailleurs encore d'une manière géométrique et assez triste dans certaines régions. Oui, le président de la République a d'ailleurs parlé tout à l'heure dans ce début de ce journal de la nécessité d'animer effectivement les nouveaux villages que l'on crée. Eh bien, je crois que les nouveaux villages, ce sont des ensembles. On parle beaucoup des grands ensembles et on pense aux immeubles collectifs. Et il y a des problèmes d'animation qui sont bien difficiles à résoudre, mais il va y en avoir aussi, et il faut les avoir bien pris au moment de la conception de ces nouveaux villages, dans les groupements de maisons individuelles, qu'on va faire davantage, je l'espère, au cours des années qui viennent. Monsieur Salvi, je voudrais vous demander, vous qui avez donc visité longuement ce village, êtes-vous satisfait de ce que vous voyez autour de vous? Est-ce que ce type de construction vous satisfait? Alors là, peut-être, allez-vous polémiquer avec Monsieur Balancy? Écoutez, ce que je vois n'est pas désagréable à voir, je ne lui ferai qu'un reproche, c'est un petit peu uniforme. Je crois qu'il ne faut pas faire des choses qui soient trop uniformes. Et là, je me tourne vers Monsieur le Directeur. Ce qui me préoccupe un peu, d'ailleurs, dans les villages qu'on met en place, enfin dans les nouvelles agglomérations, c'est l'uniformité de ce qu'on y construit. On a 400 ou 500 maisons qui sont identiques, qui finissent par présenter un caractère d'uniformité qui rejoint celui de l'ennui. Et je crois que dans la maison individuelle, je crois que lorsque le Français se tourne vers la maison individuelle, il y recherche une certaine originalité, une certaine particularité, et avec tout ce que je vois ici, j'ai l'impression, je m'en excuse, mais d'un manque d'originalité, puis un petit peu d'un manque de personnalité. Tout ça me paraît un petit peu pareil, un petit peu identique. Monsieur Balancy. Tout le problème vient en fait des problèmes posés par la commercialisation de ces maisons. En fait, ce sont les clients qui déterminent l'architecture des maisons. Vous tournez un petit peu vers la caméra. À la suite des contacts que nos attachés commerciaux ont avec eux.
Et il est finalement très difficile d'introduire de nouvelles architectures dans ce domaine. Alors, les constructeurs ont cherché à déterminer quelles étaient les caractéristiques essentielles du style dit Île-de-France, puisque là, vous voyez des maisons qui sont toutes du style dit Île-de-France, et ça aboutit à cet ensemble. Mais pourquoi faire de l'Île-de-France partout? Il y a des styles régionaux qui s'intègrent très bien au paysage. Pourquoi faire de l'Île-de-France dans toute la France? Ou du chalet savoyard d'ailleurs, parce qu'on en voit beaucoup. Certains constructeurs, j'en connais fort bien, font des styles tout à fait régionalisés. Il faut reconnaître, et j'ai rencontré ces demandes, que même dans le Midi, même dans d'autres régions, on réclame très souvent le style Île-de-France. Là, je suis désolé. Est-ce que vous n'avez pas une responsabilité dans l'orientation des goûts des gens? Il y a des très belles maisons dauphinoises, les toits dauphinois sont très beaux. Pourquoi fait-on de l'Île-de-France en Dauphiné, par exemple? Nous avons une certaine responsabilité. Nous essayons effectivement d'apporter toujours un peu de nouveauté. Il faut reconnaître que c'est pas très facile. Nous sommes obligés quand même de suivre un petit peu le client. Nous avons quand même des objectifs commerciaux. Et Monsieur Robert Lyon, c'est tout de même le ministère de l'équipement qui prépare les plans types de maisons individuelles que l'on montre aux candidats à l'accession. Nous n'imposons aucun plan type. Et je dirais que si nous avons une règle, c'est de favoriser la diversité et de sortir probablement de cette architecture traditionnelle et un peu monotone qu'évoquait tout à l'heure Monsieur le maire. Eh bien, je crois que ce sera le mot de la fin. Ici, la Foire de Paris, ici, le Salon des maisons individuelles. À vous, Jean-Michel Desjeunes. Merci François Redvérieux. Une information de dernière minute est importante puisqu'il s'agit d'une réaction positive de Londres au blocus du Nord-Vietnam décidé par le président Nixon. Pour le Foreign Office, les contre-mesures annoncées cette nuit par le président Nixon étaient inévitables dans les circonstances présentes. Le Foreign Office ajoute que ces décisions offrent une chance de mettre fin au combat d'ici un temps très court sous la supervision internationale et d'entamer de véritables négociations. Voilà pour cette information. Il nous reste à revenir maintenant à la Bourse de Paris. Gérard Vidalange. Eh bien, oui, rapidement, les cours. Tout à l'heure, je vous ai signalé une baisse de 1 à 2%, un indice calculé par les agents de change, par un agent de change, montrait une baisse de 1,5%, donc je n'étais pas loin de la vérité. Et il faut reconnaître qu'en séance, le marché a fait preuve tout de même d'une bonne résistance, et vous verrez même des titres en progrès. Regardez la Thomson qui est pratiquement au cours de la veille. On a baissé sur Michelin, mais il y a des titres qui ont marqué des points aujourd'hui. Donc le marché a été secoué, mais il ne faut pas dramatiser du tout les répercussions donc, de la tension internationale sur le marché financier de Paris. Hachette, par exemple, est en légère hausse aujourd'hui, 410,50 contre 409,90, et bien entendu, les mines d'or sud-africaines, entraînées par la hausse de l'or, sont aujourd'hui extrêmement fermes. Peugeot résiste fort bien, et voici d'ailleurs d'autres baisses, alors cette fois-ci dans différents secteurs. Alstom perd 5,50 francs, mais c'était un titre qui était tout à fait en vedette jusqu'à présent. Dans le secteur de la construction électrique, il y a un rebondissement dans l'affaire Jeumont-Schneider, une volte-face de Jeumont-Schneider qui maintenant veut se rapprocher de Merlin-Gerin. On parle d'une fusion même entre les deux sociétés. Ça serait enfin l'épilogue de cette affaire qui est en cours de négociation depuis plusieurs années. Jeumont-Schneider avait d'ailleurs une participation de 12% dans Merlin-Gerin, et ce serait un échec alors des négociations qui avaient été entamées jusqu'à présent entre Jeumont-Schneider et la compagnie électromécanique, filiale du groupe suisse Braun-Boveri. Vous voyez que Carrefour, par exemple, a été en hausse à l'ouverture, 3470 contre 3435, à la veille d'ailleurs d'une distribution d'actions gratuites que je vous ai annoncée hier. On est également assez résistant sur d'autres titres comme le casino et d'une façon générale les valeurs de banque et les affaires de distribution. Donc une séance agitée aujourd'hui avec surtout la forte hausse de l'or. À vous, Jean-Michel Desjeunes. Pas d'autres informations depuis le début de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Bonne journée.